Au niveau de ce module, on va parler bien sûr lorsqu'on parle de la demande de monnaie, on va se référer à deux théories. Il y a la théorie keynésienne et la théorie classique. Ce sont deux théories qui font partie de ce cours ou bien qui vont être traitées au niveau de ce cours. Donc c'est pour cette raison que vous voyez devant vous ces deux images qui reflètent les deux grands économistes qui ont traité aussi bien Keynes et Erwin Fischer au niveau de la demande de monnaie pour les classiques. Donc, pour définir la monnaie, qu'est-ce que ça veut dire monnaie d'une manière générale? Parce qu'il y a plusieurs définitions qu'on peut avancer. La première chose qu'il faut noter, c'est que la monnaie est un moyen de paiement, c'est-à-dire ce sont tous les moyens que nous pouvons utiliser pour effectuer des paiements immédiats, c'est-à-dire à l'instant T où on parle. Donc, on peut utiliser toujours de l'argent pour payer, mais pour le moyen de paiement, il ne faut pas se limiter simplement aux billets ou bien aux pièces de monnaie, parce que la monnaie peut avoir plusieurs formes. On verra par la suite les différentes formes de la monnaie. La monnaie peut se présenter sous forme matérielle. Donc, il y a bien sûr ce qu'on parle de monnaie. Donc, la forme matérielle, on a les pièces, les billets métalliques ou les billets de banque. Comme elle peut être une simple écriture immatérielle, c'est-à-dire de l'écriture de compte en compte, qui m'a le fait, par exemple, de faire un virement bancaire. Le virement bancaire n'est pas réellement une monnaie matérielle. Ce n'est pas une quantité de monnaie que nous allons prendre d'un compte pour la mettre dans un autre compte, mais simplement un jeu d'écriture qui va permettre de créditer un compte et débiter un autre pour avoir bien sûr ce paiement de monnaie. Donc la monnaie peut prendre une forme matérielle, comme elle peut prendre une forme immatérielle. Bien sûr, au niveau des économies courantes ou bien des économies actuelles, on parle carrément de la monnaie virtuelle, particulièrement tout ce qui est bitcoins. Ce sont d'autres moyens de paiement. Elle aussi, tout ce qui est PayPal représente aussi des moyens de paiement, donc ils peuvent être considérés comme étant de la monnaie. Euh, donc la monnaie va être un moyen qui va nous permettre de faire des paiements lorsqu'on a un décalage entre les opérations. Parce que réellement, lorsque vous allez vendre aujourd'hui votre bien ou bien une marchandise quelconque, vous devez trouver immédiatement un acheteur et vous devez aussi trouver immédiatement un vendeur. Donc ça, c'est pour dire au niveau de l'action de vente. Parce que avant, il n'y avait pas de monnaie. Il y avait ce qu'on appelle les opérations de troc. Donc, troc, donc, le fait d'échanger un bien contre un autre. Donc, l'opération de troc signifie qu'il y a deux parties donc chaque individu peut avoir un besoin et un bien qui va être accepté par un autre et qui va céder un autre bien. Donc, du coup, il s'agit d'échanger un bien contre un bien. Pour rompre le troc, c'est une opération d'échange où il y a à l'instant T, il y a immédiatement à l'instant T, deux individus qui vont accepter d'échanger deux biens. Et donc, s'il y a décalage des opérations, c'est que si on a un bien et qu'on ne trouve pas un acheteur, nous allons le vendre contre des pièces de monnaie ou bien contre de la monnaie qui va être par la suite réutilisée pour acheter un autre bien. Donc, du coup, on a ce décalage entre les opérations. Donc, la monnaie permet ce décalage-là entre les actions d'achat et de vente. Nous allons parler ici des fonctions de la monnaie. La monnaie présente trois fonctions.
Donc, la première fonction, c'est un moyen d'échange, c'est-à-dire c'est elle qui va nous permettre de faire les échanges des biens, c'est-à-dire nous allons vendre un bien pour récupérer de la monnaie, pour par la suite faire d'autres achats. Donc, c'est quelque chose qui va nous permettre de faciliter et de multiplier l'échange entre les agents économiques. La monnaie est aussi une unité de compte, c'est-à-dire elle permet de faire des calculs, de comparer les biens et de déterminer la valeur de chaque bien en faisant bien sûr des calculs grâce ou bien en se référant à la monnaie. Parce que par exemple, si je prends l'exemple du calcul du PIB, le PIB c'est la somme des valeurs ajoutées de plusieurs biens. Donc, si on va quantifier le PIB en termes de biens, on ne peut pas faire la sommation entre plusieurs biens à la fois. Donc, du coup, il faut trouver une façon pour valoriser les biens. Donc, cette façon consiste à utiliser la monnaie. Et dans ce cas, la monnaie est considérée comme unité de compte qui va permettre à la fois de comparer les biens possédant de la valeur et de comptabiliser ou bien de quantifier la valeur globale ou bien la valeur globale voilà, de plusieurs biens à la fois. La monnaie est aussi considérée comme étant une réserve de valeur. Pourquoi? Parce que si on détient une richesse sous forme de monnaie, on peut l'accumuler et on peut réaliser une richesse globale à l'échelle nationale ou pour des agents économiques. Donc, lorsqu'on stocke la monnaie, c'est une réserve de valeur. Ceci dit, pour la réserve de valeur de la monnaie, il y a un problème à ce niveau-là qui est le problème de l'inflation. Parce que si on a une inflation importante, le fait de garder la monnaie sous forme de stock de monnaie ne va pas permettre de résoudre, ou bien ne va pas permettre de réserver de la valeur parce que la valeur monétaire baisse avec l'inflation. Nous allons parler maintenant de la masse monétaire. Donc, qu'est-ce que la masse monétaire? La masse monétaire, en fait, c'est le volume des moyens de paiement qui circulent d'une manière légale dans une économie d'une manière générale. Cette masse monétaire mesure le stock de monnaie dans une économie. Et donc, elle permet de mesurer le potentiel de demande immédiate sur le marché des biens et services, mais aussi elle permet de déterminer le potentiel de la capacité de paiement d'une économie. Donc, c'est ce qu'on appelle la masse monétaire. La masse monétaire, pour la mesurer, il faut mesurer les encaisses monétaires, qui suppose en fait qu'on doit être capable de faire la part dans le patrimoine des agents économiques, c'est-à-dire de faire de la correspondance entre ce qu'ils ont comme réserve de monnaie. Et donc, ce qui correspond bien sûr à une volonté d'épargne durable, c'est-à-dire on va trouver en quelque sorte au niveau d'une économie des agents qui ont des réserves de moyens de paiement et d'autres qui ont des volontés d'épargne durable. Donc, tout ça, en fait, représente ce qu'on appelle la masse monétaire. Généralement, il faut distinguer entre deux notions au niveau de l'économie d'une manière générale. C'est ce qu'on appelle les actifs monétaires et les actifs financiers. Pour les actifs monétaires, ce sont les actifs dans lesquels on peut les mobiliser rapidement pour acheter des biens et des services. C'est-à-dire ce qu'on peut, c'est la monnaie réellement courante qu'on connaît sous forme de pièces de monnaie ou bien de billets de banque qui vont permettre d'acheter des biens ou bien qui vont permettre d'acheter des biens et des services d'une manière rapide. Par contre, les actifs financiers, ce sont les actifs qui ne peuvent pas servir d'une manière immédiate, c'est-à-dire qu'ils doivent être transformés en monnaie pour par la suite faire des achats ou bien pour faire des opérations monétaires. L'exemple que je peux avancer ici, c'est l'exemple des actions
ou bien les exemples d'obligations, ou bien de bons de trésor, qui doivent être monétisés, c'est-à-dire les rendre en actifs monétaires pour faire des actions. Donc, l'aspect ou bien la liquidité, en fait, au niveau de l'aspect des actifs financiers, est plus faible que au niveau des actifs monétaires qui sont considérés plus liquides que les actifs financiers. Donc, si on va parler maintenant de la masse monétaire sera comptabilisée ou bien sera calculée en termes de plusieurs ensembles. Ces ensembles sont appelés ensemble M1, ensemble M2, ensemble M3 et ensemble M4. Donc, qu'est-ce que ça veut dire M1? M1, ça veut dire la masse monétaire au sens de M1. M2, ça veut dire la masse monétaire au sens de M3. Et de même pour M3 et M4. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que ça veut dire cette masse monétaire et comment nous allons la calculer. Donc, pour la masse monétaire au sens de M1, ou bien ce qu'on appelle la disponibilité monétaire, on représente toute la quantité de monnaie qu'on peut trouver sous forme de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire de pièces et billets en circulation détenus par les agents non financiers, et tout ce qui est monnaie scripturale, c'est-à-dire tout ce qui est dépôt à vue pour dépôt à vue par des agents non financiers auprès des banques et auprès des banques, bien des centres de chèques postaux. En d'autres termes, si je veux calculer la masse M1 dans une économie, je vais m'arrêter un instant T et je vais demander à tout le monde de donner ce qu'ils ont comme pièces et billets de monnaie. Donc tout ça va constituer la monnaie fiduciaire. Et je vais aller au niveau des banques et je vais aller au niveau des centres de chèques postaux pour demander à cet même instant la totalité des valeurs qui sont au niveau des comptes. Et à ce moment-là, je vais calculer ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Si je fais la somme entre monnaie fiduciaire et monnaie scripturale, je vais trouver ce qu'on appelle la masse monétaire au sens de M1. Cette masse monétaire au sens de M1 est la masse ou bien la monnaie la plus liquide au niveau d'une économie d'une manière générale. Maintenant, nous allons passer à la masse monétaire au sens de M2. C'est la masse monétaire au sens strict, c'est-à-dire c'est la masse M ou bien c'est l'ensemble M1 auquel nous allons ajouter la quasi-monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire quasi-monnaie? En fait, c'est l'épargne liquide, c'est l'épargne que nous pouvons facilement le transformer en argent. C'est l'exemple en fait des dépôts à terme, c'est l'exemple des comptes postaux ou bien des comptes spécifiques d'épargne et des certificats de dépôt aussi, représentent ce qu'on appelle la quasi-monnaie. Maintenant, pour ce qui concerne la masse monétaire M3 ou bien la masse monétaire au sens de M3, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la masse ou bien l'ensemble M2 plus l'épargne affectée. Qu'est-ce que ça veut dire l'épargne affectée? C'est l'épargne composée de l'épargne logement, l'épargne projet ou bien ce qu'on appelle l'investissement obligatoire, c'est-à-dire toute somme d'argent qui est déposée à une vocation bien définie, c'est-à-dire si vous allez construire une maison, vous allez faire une épargne, vous allez demander à votre banquier de vous offrir par exemple un service d'épargne logement auquel vous allez le réserver simplement au logement. Donc, cette épargne-là sera appelée épargne affectée. Donc, si vous allez calculer M3, vous allez prendre cette épargne affectée plus la masse M2, et donc vous allez trouver M3. Il nous reste maintenant la dernière masse monétaire, ou bien le dernier ensemble, c'est l'ensemble, ou bien la masse monétaire au sens de M4. Donc, M4, qu'est-ce que c'est? C'est M3 plus les autres titres de créances négociables, c'est-à-dire qui sont composés par les titres émis par l'État auprès du public et les billets de trésor d'une manière générale. Et donc là, en fait, c'est la masse monétaire qui n'est pas réellement liquide. C'est la masse monétaire la plus difficile à liquidifier.
Donc, vous constatez certainement que plus on passe d'un ensemble à un autre, il y a sous forme d'une imbrication, c'est-à-dire chaque ensemble comporte l'ensemble initial, plus auquel on peut ajouter d'autres actifs. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce on peut en juger? C'est que plus on passe de M1 à M4, plus on perd de la liquidité. C'est-à-dire l'aspect liquide de la monnaie devient de moins en moins présent. On va parler maintenant de l'offre et la demande de monnaie. Donc, lorsque nous allons parler de l'offre et de la demande de monnaie, il faut penser au niveau du cours de la macroéconomie, à une opposition entre les classiques et les keynésiens. Donc, cette opposition se base en fait sur les approches de chaque théorie. Mais avant tout ça, nous allons parler des motifs de détention de la monnaie. Ces motifs diffèrent en fait d'une théorie à une autre. Pour les classiques, les agents économiques vont détenir la monnaie pour des besoins bien spécifiques. C'est le fait de faire des transactions. Donc, les agents économiques, lorsqu'ils vont détenir de la monnaie, ils vont simplement faire que des transactions, ils ne vont pas faire autre chose. À ce niveau-là, nous allons appeler bien sûr la demande de monnaie par MD, qui représente la quantité de la monnaie détenue par les agents sous forme liquide. Elle est aussi appelée par encaisse monétaire. Donc, le principe de la dichotomie chez le classique, en fait, se base sur la séparation entre deux sphères. Donc, l'ensemble, en fait, la sphère, les deux sphères, en fait, c'est la sphère monétaire et sphère réelle. Pour les classiques, ils considèrent que les biens sont classés ensemble, alors que les valeurs monétaires sont classées dans un autre ensemble. Et qu'il n'y a aucune relation entre l'aspect monétaire et l'aspect réel. Donc, il y a ce qu'on appelle les biens, ce sont l'ensemble réel, et la valeur de ces biens, qui est la dimension monétaire. Et donc, pour les classiques, ils considèrent qu'il y a une séparation entre les deux. Il n'y a pas réellement une relation entre le réel et le monétaire. Ce qui est en contraire opposition, par la suite nous allons voir ça avec Keynes, et donc qui est totalement en opposition avec la théorie keynésienne. Donc les classiques considèrent que la monnaie est un bien comme les autres biens, c'est-à-dire que la monnaie réellement c'est un bien, c'est-à-dire comme le pain, comme le blé, comme n'importe quel autre bien, donc on la détient parce que c'est un bien, hein, parce que c'est pas pour autre chose. On ne va pas détenir la monnaie pour faire de la thésaurisation, bien pour réserver de la valeur chez soi, ce qui est en opposition avec Keynes. Donc Keynes considère que la monnaie peut servir, on peut la détenir pour elle-même parce qu'elle va nous faire bien procurer de la richesse, elle va être utilisée pour faire de la spéculation. Donc, pour les classiques considèrent aussi que la monnaie est neutre. Donc, ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois que la quantité de monnaie qui circule dans une économie d'une manière générale s'accroît, cet accroissement ne va que engendrer une augmentation des prix. La monnaie possède une seule fonction, c'est d'assurer des transactions. Et là, en fait, c'est le fondement même de la théorie keynésienne, donc plutôt le fondement même de la théorie classique, qui considère que toute augmentation de la monnaie ne fait que augmenter les prix, c'est-à-dire va être absorbée par le phénomène d'inflation. Ce qui va nous permettre de parler de la théorie quantitative de la monnaie, c'est la théorie classique qui est basée en fait sur cette relation qui dit que pour les classiques, la monnaie qui est représentée ici par M, donc vous avez la monnaie qui est représentée par M, grand M, V,
représente, donc là vous avez, c'est M, c'est la masse monétaire ou bien c'est l'encaisse monétaire. Vous avez V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. P, c'est l'indice général des prix. Et T, c'est le volume des transactions. En fait, en fonction de la théorie classique ou bien de la théorie quantitative de la monnaie, cette théorie suppose que la masse monétaire va servir V fois pour utiliser ou bien pour acheter des biens dont les prix est représenté par B. Donc, en d'autres termes, si vous avez par exemple une masse monétaire qui est égale à 2 unités monétaires seulement, ces 2 unités monétaires, vous allez utiliser V fois. Donc, combien de fois vous allez les utiliser, ce n'est pas d'une manière arbitraire, mais en fait, c'est par rapport à la quantité des biens que vous allez acheter et par rapport, bien sûr, au prix de ces biens. Supposons que vous avez, par exemple, des biens dont la valeur est égale, par exemple, à 10. Donc, vous avez 10 biens et chaque bien a une valeur qui est égale à 2. Donc, là, c'est P et là, c'est T, bien sûr. Donc, vous avez à faire des transactions de 2 multipliées par 10. Donc, la quantité de monnaie qui est égale à 2, vous allez l'utiliser combien de fois? Vous allez l'utiliser 10 fois. 10 fois représente la vitesse de circulation de la monnaie. Donc, en fait, cette théorie quantitative de la monnaie considère que s'il y a une augmentation de la masse monétaire, cette augmentation de la masse monétaire ne va se traduire que par une augmentation des prix. Pourquoi? Parce que pour les classiques, ils supposent que V, la vitesse de circulation de monnaie, est considérée comme étant une constante et que la quantité est aussi constante. Donc, du coup, s'il y a une augmentation de la masse monétaire, cette augmentation va se répercuter directement sur l'augmentation des prix, donc sur l'augmentation de l'inflation. Donc, on va parler maintenant des motifs de détention de la monnaie. La demande de monnaie, en fait, MD, et la quantité de monnaie détenue. Donc, on a fait tout ça. Donc, voilà. Je suis en train de basculer. Voilà. Donc, selon Keynes, en fait, la monnaie n'est pas neutre. On a dit ça par opposition, bien sûr, au classique. Elle est demandée pour épargner et effectuer des placements. Donc, Keynes va introduire un autre phénomène, c'est le comportement d'anticipation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le comportement d'anticipation? C'est le comportement qui va permettre aux agents économiques de réserver ou bien de stocker une quantité de monnaie chez eux pour des opportunités ou bien pour une opportunité quelconque. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de quelqu'un qui fait des achats, par exemple, de voitures. Donc, Samsar Chiam, lorsqu'il se déplace vers le marché des voitures, il emmène à chaque fois avec lui une quantité d'argent. S'il trouve une bonne opportunité d'achat d'une voiture et qu'il considère que cette voiture peut avoir une augmentation de prix par la suite, il va l'acheter. Donc, c'est le comportement d'anticipation. Donc, on détient la monnaie pour anticiper qu'il y a une augmentation future de sa valeur. Donc, pour Keynes, en fait, on va parler de 3 motifs de détention de la monnaie. Le premier motif, c'est le motif de transaction qui dépend du PIB. Le deuxième motif, c'est le motif de précaution qui dépend aussi en fait du PIB ou bien de la production. Le dernier motif, c'est le motif de spéculation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le motif de transaction? Donc, le motif de transaction est le motif qui va permettre à Keynes de déterminer la monnaie en fonction des transactions qu'elle va effectuer. C'est-à-dire que si Y augmente, si vous allez faire plus de transactions, vous aurez besoin de plus de monnaie. Donc, cette relation est une relation croissante. Le motif de précaution,
Keynes considère que les agents économiques vont réserver chez eux de la monnaie pour, faire face à des risques futurs. C'est-à-dire, vous allez cacher chez vous de la monnaie pour faire face, par exemple, à des pénuries ou bien pour des accidents, pour des conditions, par exemple, meilleures, pour n'importe quelle opportunité, vous allez utiliser ce stock de monnaie. Le motif de spéculation, c'est le motif qui est considéré par Keynes qui dépend du taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire ce motif de spéculation? Qu'est-ce que ça veut dire spéculer? Spéculer, ça veut dire acheter un bien lorsque sa valeur est faible et la vendre lorsque sa valeur est plus élevée. Et donc, du coup, l'arbitrage qui se fait ici est un arbitrage entre l'encaissement de monnaie sous forme oisive et le placement de la monnaie. Généralement, les économistes ont deux choix. Soit mettre la monnaie dans une banque, ou bien garder la monnaie d'une manière oisive, c'est-à-dire chez soi. Mais chez soi, c'est pas pour faire n'importe quoi, mais pour faire pour faire de la spéculation. Donc, placer la monnaie dépend de quoi? Dépend du taux d'intérêt. Parce que plus le taux d'intérêt est élevé, plus vous allez avoir tendance à mettre l'argent dans une banque. Et dans ce cas, vous allez réduire le stock de monnaie oisif ou bien le stock de monnaie de spéculation. Et donc, du coup, ce stock de monnaie sous forme de spéculation dépend de quoi que nous allons le noter par MS de R, dépend négativement du taux d'intérêt. Pourquoi il dépend négativement du taux d'intérêt? Parce que si le taux d'intérêt augmente, les agents vont réduire ce stock et placer l'argent dans une banque et vice-versa. Donc, d'une manière générale, Keynes va considérer que la demande de monnaie dépend, donc on va voir ici la demande de monnaie pour le motif de transaction. Elle représente la somme gardée en dépôt à vue sous forme de billets pour financer des transactions. Réellement, c'est la monnaie que nous allons utiliser pour faire des transactions, pour faire des achats. Donc, la demande de précaution, donc ça, ce sont que des explications, hein, donc ce sont des monnaies, on a vu tout ça. La demande de monnaie pour le motif de transaction. Donc, la demande de monnaie pour le motif de transaction dépend positivement du taux de Y. Donc là, elle dépend positivement. Donc, je chauffe L1, la demande de monnaie pour le motif de transaction, dépend positivement de Y, mais elle ne dépend pas de R. Allez, elle ne dépend pas de R. La fonction interne, on ne va pas trouver L1 en fonction du taux d'intérêt. Donc, il n'y a pas la relation à dire et donc, du coup, quelle que soit la valeur du taux d'intérêt, quelle que soit la valeur du taux d'intérêt R, je vais trouver la valeur de la demande de monnaie est constante. Donc, du coup, la demande de monnaie pour le motif de transaction, L1 de Y, ne dépend pas de R et donc elle sera une valeur ou bien une droite verticale. Pour la demande de monnaie de spéculation, en fait, c'est une demande, je vais parler un petit peu de ce que j'ai déjà expliqué par rapport au choix de taux d'intérêt et tout ça, mais cette demande est une demande qui est décroissante. On a démontré ça et j'ai expliqué ça. C'est une demande qui dépend négativement du taux d'intérêt. Allez, je reproduis encore mon explication, parce que les agents économiques, lorsqu'ils ont de la monnaie, ils ont deux possibilités. Soit mettre la monnaie dans une banque et donc récupérer les intérêts. Et dans ce cas, ils vont gagner. Mais si le taux d'intérêt est faible, ils vont renoncer à ce taux d'intérêt pour remplacer ou bien pour utiliser la monnaie pour faire autre chose, à savoir des opportunités. Donc, du coup, plus le taux d'intérêt est élevé, plus L2 est faible. Et c'est pour cette raison on va trouver cette forme décroissante de la courbe L2. Donc, un autre point auquel est-ce que c'est clair par rapport aux deux demandes de monnaie? L1 qui dépend de Y, les croissante en fonction de Y, on n'a pas de relation avec taux d'intérêt, une droite verticale.
وبالنسبة ل L2 c'est une droite décroissante qui dépend du taux d'intérêt. Elle dépend négativement du taux d'intérêt. Est-ce que c'est clair pour ces deux fonctions? Donc, je vais parler maintenant de la trappe à la liquidité. En fait, la trappe à la liquidité est une notion qui a été avancée par Keynes. Selon Keynes, la trappe à la liquidité, c'est le niveau le plus faible du taux d'intérêt, en dessous duquel on ne peut plus descendre. Donc, au niveau du taux d'intérêt, au niveau de la trappe à la liquidité, le taux d'intérêt devient insensible à toute variation de la quantité de monnaie. On dit aussi que la demande de monnaie est infiniment élastique, c'est-à-dire au taux d'intérêt, car une faible variation de ce taux va provoquer une modification importante de la demande de monnaie. C'est la situation représentée par la partie horizontale de la courbe اللي هي هون matérialisée بالبارتي هذية. Donc يشوفوا la trappe à liquidité هي البارتي هذية من هون حتىش l'infini. شو معناها البارتي هذية؟ معناتها راهو التو دانتيري اللي احنا هون عندنا ان تو دانتيري هذايا اي ماكس، وهذايا ولا تو دانتيري كالكونك دونك اي ماكس، وهذايا لو تو دانتيري اي مين. Donc, le taux d'intérêt ما عادش يهبط أقل من التaux d'intérêt هذا. Donc, du coup, les agents économiques, lorsqu'ils ont une masse monétaire de plus, donc au niveau de la trappe à la liquidité, L2 tend vers l'infini. Donc, le taux de la masse de monnaie au sens, ou bien la masse de monnaie pour le motif de spéculation, tend vers l'infini. Okay? Elle est horizontale. Donc, je chauffe Ottawa, globalement, comment on va représenter la fonction de demande de monnaie d'une manière générale. En fait, la demande ou bien la représentation dépend des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est à partir d'un taux d'intérêt supérieur à IMAX, donc partie هذية, je vais trouver la demande de monnaie. Généralement, la demande de monnaie, je vais faire la demande de monnaie L1 qui dépend de Y, plus L2 qui dépend du taux d'intérêt. Donc, إذا كان باش نحكيو على si si le taux d'intérêt est supérieur à IMAX. À ce moment-là, la demande de monnaie de spéculation est égale à 0. Et donc, la demande de monnaie MD est égale simplement à la demande de monnaie de transaction. La monnaie كلها, ou bien la masse monétaire qui existe sur le marché est réservée aux transactions. C'est ce qu'on appelle, c'est la partie classique. Si on va comparer avec l'analyse keynésienne. Au niveau de la partie opposée, c'est-à-dire la partie où le taux d'intérêt est juste égal à I min. Donc on parle de la trappe à la liquidité. Donc la trappe à la liquidité, je vais faire la demande de monnaie, lesquelles L1 de Y plus L2 de R, devient simplement égal à L2 du taux d'intérêt. Donc on va avoir simplement toute la demande de monnaie va se transformer en demande de monnaie de spéculation. D'une manière générale, si le taux d'intérêt est compris entre la partie min et la partie max, je vais trouver la fonction de demande de monnaie qui est composée par la demande de monnaie de spéculation et la demande de monnaie de transaction. C'est-à-dire la demande de monnaie de transaction, c'est L1 de Y, ou la demande de monnaie de spéculation, c'est L2 du taux d'intérêt. On va parler maintenant de l'offre de monnaie. Donc l'offre de monnaie est considérée comme étant une variable ou bien une fonction exogène. Pourquoi c'est une fonction exogène? Parce qu'elle ne dépend pas des agents économiques. L'offre de monnaie, c'est la banque centrale qui va faire l'offre, c'est-à-dire c'est elle qui va offrir la monnaie. Donc MO ne dépend pas du taux d'intérêt. Elle ne dépend pas du Y, de la quantité de Y. Et c'est une offre qui est imposée par la banque centrale. Et donc, du coup, ce qui nous ramène à parler de l'équilibre de la monnaie, du marché de la monnaie. Donc, on va trouver l'offre de monnaie qui est exogène. On va trouver, Andi, il y a Andi fait phase où je vais trouver L1 qui est un MD qui est égal à L1. Donc, في situation هذه إذا كان أنا في الزون classique,
j'ai deux possibilités. Soit que M0, MO est différente de MD, donc il n'y aura pas d'équilibre, soit que MO est juste égal à MD, l'équilibre sera infini. Il y a plusieurs sortes d'équilibre. Deuxième situation, si je suis au niveau à cette partie-là, l'équilibre sera au niveau de ce point. Donc, je dois le résoudre. Je vais trouver offre globale égale la demande de monnaie. On peut se retrouver, bien sûr, dans la partie où j'ai au niveau de cette partie, au niveau de la trappe à la liquidité. Donc, il y a كان باش نكون في trappe à la liquidité وهوني l'offre باش تكون في MO. باش يولي عندي MO est égal à L2 du taux d'intérêt. Donc, il y a bien sûr les trois situations possibles. Donc, il y a في trappe à la liquidité. في الزون هذيا باش تكون عندي MO égale à L1 de Y plus L2 de taux d'intérêt. وفي الكا الثالث باش تكون عندي MO est égal à L1 de Y. Donc, c'est en fonction de quoi? C'est en fonction des valeurs du taux d'intérêt. Donc, il y a globalement une synthèse globale du module 3 qui est en relation avec la demande